à gaz de Monsieur Tristan Tzara. Acte 1. La conversation devient ennuyeuse, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Très ennuyeuse, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Évidemment, n'est-ce pas? Naturellement, n'est-ce pas? Bonsoir. Pour ce nouvel Image et Savoir de la saison, nous vous invitons à une conversation à propos de Dada. Nous espérons vraiment qu'elle ne sera pas ennuyeuse, mais notre boîte à images nous réserve pas mal de surprises. Et nous allons les découvrir avec Pierre-Jean Foulon, qui est conservateur au Musée royal de Marimont et maître de conférences aux facultés Notre-Dame de la Paix. Mais d'abord, Dada, qu'est-ce que c'est? Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, mais ça vaut peut-être la peine de poser la question à quelques Namurois. Dada. Qu'est-ce que c'est? Dada. Quand j'étais petite, je faisais la dada sur le cheval de mon papa. Dada, ben c'est comment? C'est un... Ah, comment ça s'appelle? Ah, qu'est-ce que... Je sais ce que c'est, mais l'expliquer, c'est différent. Hein. C'est pas mine Dada non plus. Hein. Ben, c'est dans les années 1900, 1925. Époque 1925, oui. C'est ça, oui. Époque 1925, oui. Dada, le dadaïsme, c'est ça? Attendez, ben, il y a de la peinture là-dedans, il y a peinture, peut-être un peu de l'art déco, peut-être. Non, pas de l'art déco. Art nouveau, non plus. Mais je sais ce que c'est, mais alors, l'expliquer, ça, c'est très difficile. Hein. Dada, c'est le mouvement qui a amené le surréalisme. C'est Tristan Tzara qui est une révolution, qui est aborder l'art, aussi bien la création que la vision, d'une façon totalement révolutionnaire et qui a changé sûrement, même dans notre quotidien, la vision des choses. Dada, c'est moins... évidemment, ce n'est pas un style, c'est une manière de penser, c'est une mentalité et surtout un désir de changer les mentalités. Quand Dada a commencé, le groupe qui s'en est occupé en 1916, je crois, était composé de jeunes qui étaient, comme tous les jeunes, des ardents, qui voulaient bouger, qui voulaient changer le monde. Mais surtout, c'était des pacifistes. Nous étions en pleine guerre, dans un pays neutre, en Suisse. Donc, à ce moment-là, le pacifisme jouait un très grand rôle. Il y avait des autres courants à côté, comme le futurisme et tout ça, qui tous étaient déjà relativement annexes. Et le tout était relié également à d'autres mouvements, comme des mouvements non figuratifs, qui, par exemple, même en Belgique, avaient quelques adhérents. Dada, je sais pas. C'est un bébé qui commence à parler. Il fait les premiers mots, c'est en général Dada qui dit, ou papa, maman. Et pour moi, Dada, c'est faire une promenade, par exemple, à l'improviste. Tout à fait comme ça, sans avoir pensé à l'avance quel est le but de ma promenade, je vais faire Dada. Dada, c'est un mouvement littéraire, surréaliste. Enfin, c'est le nom du mouvement littéraire surréaliste. Et c'est né par hasard comme ça, et c'est un mouvement qui voulait révolutionner détruire toute la tradition pour faire renaître quelque chose de plus qui vient plus de l'inconscient. N'allons pas dire que c'est un mouvement, puisqu'il refusait le terme mouvement littéraire. Mais avant tout, Dada représente pour moi la jointure entre la mort d'Apollinaire, 1918, et
le manifeste du surréalisme en 1922. Il y a là une parenthèse qui est extrêmement importante. Cette parenthèse, dans l'histoire littéraire, elle est comblée par le mouvement Dada, qui s'inscrit en réalité dans le courant de l'esprit nouveau que revendiquait déjà Rimbaud à la fin du siècle dernier, qu'a repris Guillaume Apollinaire au début du siècle, et les dadaïstes ont été naturellement beaucoup plus loin. Ça, c'est une première chose. Je crois que la deuxième chose importante est que, à mon avis, Dada représente, une fois pour toutes, si on ose dire, la fin du romantisme. Pas oublier que ce romantisme a pesé de tout son poids pendant tout le 19e siècle. Il a été un peu, évidemment, bousculé par l'arrivée de Rimbaud, cette comète. On a commencé à l'effriter un peu avec Verlaine, les Parnassiens, les symbolistes, etc. Et, en fait, les dadaïstes l'ont achevé complètement. Du reste, il suffit de parcourir un peu les poèmes Dada, et même la peinture Dada, pour se rendre compte que il n'y a plus là aucun sentiment romantique, ça n'existe plus. On est là dans un esprit tout à fait nouveau. Dada, eh bien, c'est le début du surréalisme, si je me souviens bien. Hein, ça a été un mouvement qui voulait rompre avec la logique, se diriger vers le rêve, rompre aussi avec le conformisme de la société, et introduire la révolution dans les arts comme dans la vie. Dada, papa. À cheval. À cheval. À cheval, Dada. Dada, c'est le dadaïsme, la peinture un petit peu spéciale qui est née d'une confrontation de plusieurs arts, mais je ne sais pas vous répondre plus, moi. Dada. D'accord. Tombé. Bon, ça va. Bon, allez, on se casse. Alors on a entendu pas mal de choses, on a entendu rupture, nouveauté, originalité, aller à contre-courant, à Dada sur le cheval de son papa. Bon, qu'est-ce que c'est Dada alors? Oui, on a entendu bien des choses drôles évidemment, mais au fond le dadaïsme c'est un mouvement fort important. C'est un mouvement qui, au fond, traîne encore dans tous les esprits actuellement. Oh, certes, certains font des relations avec ce que n'est pas vraiment le dadaïsme, mais fondamentalement c'est un mouvement qui apparaît dans les premières années du XXe siècle, pendant la période extrêmement trouble de la guerre de 14. C'est à Zurich, donc dans la Suisse qui est neutre à l'époque, que c'est à Zurich que vont se réunir des artistes qui vont être soit réfractaires, soit pacifistes, et qui vont refuser ce qu'ils vont appeler la grande boucherie de la guerre. Et c'est vrai que la guerre de 1914 est une des grandes guerres atroces de l'humanité. Il y aura 20 millions de morts à l'époque. C'est-à-dire un peu, on peut imaginer que c'est le Benelux qui est rayé de la carte. Donc ces artistes vont se réunir à Zurich et lutter contre cet esprit de guerre, cet esprit guerrier, et essayer de créer quelque chose de nouveau. Et ils vont s'y opposer à cette guerre par l'art, et à la fois par la pratique artistique, plastique, mais aussi littéraire. Et c'est ça, le dadaïsme, c'est à la fois une jeunesse qui refuse le conflit, qui refuse la guerre, qui refuse la boucherie, et qui va, à travers l'expression artistique, essayer de lancer un nouvel espoir à travers l'art, à travers la littérature, à travers la plastique. Et c'est rentrer dans l'absurde pour rechercher l'espoir? Parce que le mot Dada est quand même un peu, je dirais, original, quoi. Ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait caractéristique du dadaïsme, c'est que pour s'opposer précisément à cette boucherie qu'est la guerre de 14, on va entrer dans l'absurde. Et au fond, et on l'a très bien dit tout à l'heure, les gens de Namur le sentent très bien, soit par les cours qu'ils ont eus, soit par les lectures qu'ils ont faites, que le dadaïsme refuse les choses établies. Et pour refuser les choses établies, on va vers l'absurde. Et donc, on va vers une littérature qui va fracasser tout ce qui s'est fait auparavant. Robert Dellieu parlait de la fin du romantisme, et c'est vrai. C'est la fin, au fond, d'une littérature qui avait été drainée pendant plusieurs siècles et qui culminait dans le romantisme. Et ça va être la même chose au niveau plastique, au niveau littéraire. On va retourner vers ce que Jean Arp, on en parlera sans doute tout à l'heure, de Jean Arp, appelle un art élémentaire. Alors, cet art élémentaire, c'est à la fois quelque chose qui va vers l'absurde. C'est très élémentaire, dit-on. Donc, c'est très simple, donc c'est à la fois absurde. Mais ils vont retourner aussi dans le sens du mot élément en allant vers la profondeur des choses. Donc, dans le dadaïsme, il y a d'abord cette révolte
contre la guerre de 14, et au fond, l'absurdité de la civilisation qui a amené à cette guerre, mais il y a aussi donc cette recherche de l'absurde, mais en même temps cette recherche de l'élémentaire dans le sens d'une nouveauté. On retourne vers le fond des choses pour créer quelque chose de nouveau. C'est ça. Et là, c'est vrai au niveau des mots, au niveau de la littérature, et au niveau de la sculpture. C'est cela. Ça, comme je le disais tout à l'heure, ça se situe sur le plan littéraire, sur le plan de la danse, sur le plan du théâtre. Bref, au fond, ce que les Allemands appellent le Gesamtkunstwerk. Au fond, on va essayer de créer une espèce d'œuvre d'art totale. Et les artistes qui vont se réunir, ils vont se réunir d'ailleurs à Zurich dans un cabaret qu'ils vont appeler le cabaret Voltaire, puisque au fond, c'est en hommage à ce philosophe contestataire du XVIIIe siècle. Eh bien, c'est là qu'ils vont créer des spectacles dadaïstes. Là, je pense qu'on a dans notre boîte à images des rencontres avec des spécialistes zurichois, justement, qui nous parlent de ces représentants du dadaïsme. Oui, Tzara, parce que c'était vraiment lui qui était le spiritus rector, en quelque sorte, de ce mouvement, qui lançait, qui avait le culot de se poser devant les gens et de raconter n'importe quoi pour les gens, et quand il a reçu des tomates, de les prendre comme un gentleman. Hülsenbeck est tout aussi important que Tristan Tzara, qui, lui, avait bien sûr l'avantage d'être un homme de lettres. Il savait s'exprimer très bien et il faisait un peu figure de porte-parole, mais il ne faut pas oublier les autres. Ja, ist überhaupt vielleicht einer der, sagen wir, exemplarischen Künstler von Dada, nicht diese spielerische, witzige Art, dieses Jonglieren mit Wörtern, aber eben auch mit Papier déchiré und so weiter, das Prinzip des Zufalls, das bei ihm so wichtig ist. Und wie Sie gesagt haben, auch seine Biografie nicht ist in dem Sinn exemplarisch, weil sie international ist oder internationalistisch. Alors là, on a entendu plusieurs noms, et notamment Tzara. Et en fait, Lamuro, elle avait déjà cité, si je me souviens bien. Oui, c'est vrai que Tzara, c'est la personnalité la plus importante du dadaïsme. Donc tous ces jeunes, très jeunes même, car Tzara, lorsqu'il va arriver à Zurich, a à peine 19 ans, et donc ces jeunes qui sont étudiants ou bien qui sont réfractaires se réunissent à Zurich, mais tout de suite ils vont avoir un chef de file, et ça va être Tristan Tzara. Alors Tristan Tzara, qui est-il? C'est un Roumain. C'est un Roumain d'origine, mais qui parle le roumain bien entendu, mais aussi l'allemand et le français. Et donc qui brasse une énorme culture européenne d'avant la guerre de 14. Et donc qui est en relation avec les poètes, avec les écrivains, avec les peintres, et notamment, par exemple, il sera en relation avec Guillaume Apollinaire, qui aura d'ailleurs une grande vénération pour Tristan Tzara, puisqu'il lui dira « Oui, vous avez engagé la littérature, comme moi je l'ai fait dans une voie où je ne vous dépasse pas. » Donc c'est un grand hommage que va lui rendre Apollinaire. Mais on est bien au niveau de la littérature francophone, c'est une question qui me traverse l'esprit depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est un mouvement francophone? C'est un mouvement, au fond, internationaliste. Et donc, finalement, on rencontre parmi ces artistes de Zurichois qui se réunissent dans le cabaret Voltaire, dans cette petite rue de la Spiegelgasse, on rencontre non seulement des gens qui s'expriment en français, mais des gens qui s'expriment en allemand, dans d'autres langues. Il y aura le russe, par exemple, aussi. Il y aura des soirées de poésie russe qui vont être organisées. Donc c'est vraiment un mouvement internationaliste européen qui veut brasser toute la culture de l'Europe, comme elle était brassée d'ailleurs très facilement avant la guerre de 14, qui a rompu tout cela. Et en fond, avec le dadaïsme, on veut continuer cette possibilité d'expression totale de l'Europe dans ce petit centre qu'est Zurich et dans ce petit cabaret qui va être mené par bien des artistes. Tristan Tzara, notamment, en est un. Tristan Tzara qui, lui, est surtout écrivain et moins plasticien. Un poète. C'est un poète. Et là, on a, je pense, un beau petit poème de Tzara à vous montrer. Selon Tristan Tzara, voici la recette pour faire un poème dadaïste. Prenez un journal, prenez des ciseaux, choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème. Découpez l'article, découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. Agitez doucement, sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre dans l'ordre où elles ont quitté le sac. Copiez consciencieusement, le poème vous ressemblera. Et vous voilà un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire.
Alors on les fait vraiment comme ça? Mais beaucoup d'esprit, comme vous le voyez, beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie dans la poésie dadaïste, qui ici, au fond, garde un sens tout à fait évident. Et parfois, on va d'ailleurs aller vers une poésie qui est beaucoup plus sonore, beaucoup plus bruitiste, qui est très difficile à saisir. C'est ça. Mais donc, parmi ces artistes qui se réunissent, il y a des écrivains, mais il y a aussi des plasticiens. Et alors, on pourrait peut-être évoquer parmi ces plasticiens importants, monsieur et madame Hans et Sophie Arp. Sophie Teuber-Arp, donc Sophie Teuber qui a épousé Hans Arp. Alors Hans Arp, lui, c'est aussi un très très grand représentant de la plastique européenne, et au fond c'est tout un symbole, Hans Arp. Il est né à Strasbourg, et avant la guerre de 14, Strasbourg, qui reste de culture française, est néanmoins allemande. Et donc Hans Arp va profiter largement de cette possibilité de voyage culturel à travers l'Europe. Avant la guerre de 14, il va faire des études à Weimar, il va faire des études à Paris, dans une académie célèbre à l'époque où des impressionnistes sont allés, qui est l'Académie Julian. Et donc, il va brasser, au fond, toute cette culture européenne qui était celle de Tzara et des autres dont nous avons déjà parlé. Alors, Hans Arp, pendant la guerre, lui, ne veut pas faire cette guerre, ne veut pas aller dans les tranchées et se fait passer pour un aliéné. Il va réussir d'ailleurs, il va pouvoir aller dès 1915 à Zurich. Alors là, il va rencontrer son épouse, Sophie Teuber, qui, elle, est quelqu'un qui a fait ses études en Suisse. Elle est née à Davos, a fait des études à Saint-Gall, et puis va arriver à Zurich. Et elle va entraîner la création dadaïste, avec son mari d'ailleurs, dans une veine qui est la voie de l'abstraction. Car, ainsi que certains critiques l'ont souligné tout à l'heure, au niveau de la création plastique. Et à côté de l'absurde au niveau littéraire, on va avoir dans la création purement plastique, peinture et sculpture, une voie dadaïste qui est celle de l'abstraction. Il ne faut pas oublier que l'art abstrait, c'est-à-dire l'art non figuratif, l'art qui ne représente plus la nature telle qu'elle est en réalité, s'enracine dans les années 1910, aussi bien en Russie qu'en Allemagne, mais même en France, ou en Hollande avec Mondrian par exemple. Et tout cela va influencer le dadaïsme également, et va se retrouver dans l'œuvre de Arp et dans l'œuvre de Sophie Teuber. Sophie Teuber d'ailleurs, qui sera aussi créatrice de marionnettes quasi abstraites, qui sont très belles d'ailleurs. Il y avait à Zurich un théâtre de marionnettes, et Sophie Teuber va créer de très très belles marionnettes pour ces spectacles. C'est ça. Donc là, on a pu voir, je pense, quelques exemples de ces peintures abstraites. Je pense qu'il y a encore un personnage important dans le dadaïsme, c'est Hugo Ball. Oui, alors Hugo Ball est aussi un personnage fondamental pour le dadaïsme. Tristan Tzara, c'est un peu le penseur du dadaïsme. Hugo Ball, c'est le fondateur, pourrait-on dire, car c'est lui qui va réunir tous ces jeunes qui sont à Zurich et qui traînent tantôt à l'université, tantôt des cabarets comme chanteurs, vont être rassemblés le 5 février 1916 dans le Cabaret Voltaire par Hugo Ball. Alors, Hugo Ball, lui, qui est allemand d'origine, s'est aussi réfugié à Zurich et va demander à un restaurateur de Zurich la possibilité de louer une petite salle dans un restaurant de la Spiegelgasse, qui est une très belle petite venelle de la Zurich d'aujourd'hui. D'ailleurs, le Cabaret Voltaire existe toujours à Zurich, c'est une discothèque d'ailleurs aujourd'hui. Bref, donc, Hugo Ball rassemble là des gens qui vont chanter, qui vont danser, on va s'amuser, on va faire un peu les fous, mais en même temps, on va poser les jalons de ce dadaïsme qui va révolutionner la pratique artistique. Alors, Hugo Ball, lui, c'est un poète bruitiste. Il va rédiger et présenter des poèmes, il va les déclamer dans des situations parfois incongrues, et notamment dans un fameux costume cubiste dont le musée de Zurich garde une très très belle photo, très grande photo d'ailleurs. Ce costume cubiste qui est un costume très drôle, c'est un costume très cylindrique avec une cape cylindrique dans laquelle Hugo Ball très difficilement se mouvoir. Eh bien, il va réciter là-dedans un poème très célèbre d'ailleurs qui s'intitule Caravane et qui est un poème bruitiste qui, lui, à l'encontre des poèmes de Tristan Tzara, n'a plus un sens bien particulier, mais qui est drôle, qui est absurde et qui va entraîner la création poétique dans tous ces mouvements sonores et bruitistes. Là, je crois que ça vaut la peine d'écouter un extrait de ces poèmes, dit d'ailleurs par des comédiens qui ont travaillé avec la Maison de la Poésie, et je pense que le spectacle a été donné aux environs du mois d'avril ici à Namur. Alors, un petit extrait. Mesdames, Messieurs, deux poèmes phonétiques.
Kusagumma baum, Kusagumma baum. Alors ces expressions artistiques, enfin, un peu bizarres pour le non-initié, qui rentrent assez fort dans l'absurde, est-ce que ça fait encore partie de notre quotidien? On aurait envie de dire oui quand on regarde autour de nous ce qu'il y a sur les murs, dans les grandes villes, les tags, etc. Oui, il est clair que cette insertion du dadaïsme dans l'absurde et cette réaction vis-à-vis d'un état de crise, au fond, car la guerre de 14, c'est une crise atroce pour l'humanité, on peut encore la rencontrer aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a certains courants absurdes, comme ça, qui apparaissent encore dans les pratiques artistiques. Et vous soulignez tout à l'heure, par exemple, la présence des tags. Certains disent, ben voilà, c'est peut-être non pas du dadaïsme à l'état brut et tel qu'on l'a fait à Zurich, mais il est clair que lorsque l'on visite, par exemple, la ville de Zurich aujourd'hui, et qui est une ville qui connaît bien des difficultés sociales, au-delà de cette richesse immense qui est celle de Zurich et qui est concentrée dans quelques rues, la fameuse Bahnhofstrasse par exemple, on se rend compte qu'il y a peut-être ce courant dadaïste underground, dirait-on encore maintenant, qui existe dans cette ville et qui s'exprime à travers les tags, à travers toute cette volonté de création culturelle, à travers des concerts, à travers des manifestations plastiques qui ne sont pas dans l'ordre établi. Au fond là, et c'est en ce sens que le dadaïsme est d'une certaine manière éternel, on pourrait dire que c'est un rejet, mais pas toujours caricatural, un rejet de l'ordre établi. Et ce qui est intéressant sur le plan artistique, puisque c'est à ce moment-là qu'il va susciter la création. Alors aujourd'hui, le dadaïsme est encore fort important, puisqu'on parle d'ailleurs de courant néo-dadaïsme, néo-dadaïste dans l'art actuel, dans l'art de certains Américains comme Jeff Koons par exemple, ou même dans l'art d'un Belge, un jeune flamand, Wim Delvoye. Il est clair qu'il s'insère dans une pratique dadaïste. Mais je pense que fondamentalement, et c'est ça qui est essentiel pour le dadaïsme, c'est de le présenter non pas comme un courant un peu drôle, un peu bizarre, comme on l'a souligné tout à l'heure, mais comme quelque chose de fondamental pour la remise en question de la création artistique. Et c'est vrai à tel point que le dadaïsme va non seulement fonder le surréalisme, bien entendu à Paris, mais aussi dans le monde entier, et aussi l'art conceptuel à travers une personnalité dont on n'a pas beaucoup parlé parce qu'elle ne fait pas partie du groupe des dadaïstes zurichois, mais qui est Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, avec ses réflexions sur l'absurde, mais aussi sa réflexion sur l'art conceptuel, l'art de l'esprit, va vraiment drainer toute une frange de la création qui fait qu'au fond, le dadaïsme apparaît comme un des éléments majeurs de la création artistique du XXe siècle. C'est ça. C'est pour ça qu'on l'enseigne encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on l'enseigne encore aujourd'hui, c'est pour ça que l'on en parle peut-être un peu trop peu au niveau des arts plastiques, mais on l'enseigne encore au niveau de la littérature, dans le secondaire. On parle encore de Tristan Tzara, un remarquable poète. Certainement. Alors là, nous avons, comme d'habitude, je dirais, pour les enseignants, un matériau qui pourrait leur être utile pour parler de Dada en classe. Il y a une cassette vidéo qui reprend, mais alors complètement, l'ensemble des vidéos qu'on a vues au cours de l'émission. Il y a les interviews, il y a des interviews de Zurichois spécialistes, il y a des images sur Zurich, il y a des extraits plus complets du spectacle de la Maison de la Poésie. Là, ça donne vraiment, je pense, un matériau important. En plus, si vous le demandez, là, vous le recevrez gracieusement. Il y a un journal qui a été écrit, en tout cas par vos soins et en collaboration avec d'autres, et notamment avec des belles photos réalisées par le photographe ici du Centre de Visuel. Dada, Zurich et le Cabaret Voltaire, si vous le demandez, vous recevrez ce journal gracieusement. Je pense que nos coordonnées doivent apparaître à l'image. Sinon, il me restera à vous remercier, Monsieur Foulon, et à nous donner rendez-vous pour la prochaine émission d'Images et Savoir, où là on parlera d'un sujet tout à fait différent, de la perche domestiquée. En fait, c'est une réussite de nos chercheurs namurois. À bientôt. Et là-bas, l'homme aux cicatrices d'étoiles, où courez-vous ?
L'œil dit à la bouche, ouvre la bouche pour le bonbon de l'œil. Vous êtes belle, Clytemnestre. Le cristal de votre peau éveille la curiosité de nos sexes. Vous êtes tendre et calme, comme 2 mètres de soie blanche. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui.